L'eau s'agite en rouge sous les lumières du stade. Une jeune femme se débat, luttant pour sa vie, mais elle n'est pas seule. 3 ombres tournent autour d'elle, des milliers de kilos de muscles et de pure puissance. Leurs nageoires dorsales noires coupent la surface comme des lames. La foule hurle. Les enfants se couvrent les yeux. Les entraîneurs courent vers la rambarde, mais il est déjà trop tard. Une des orques bondit vers le haut, lui attrapant la cheville, la traînant sous l'eau. Quelques secondes plus tard, elle émerge, haletante pour respirer, seulement pour être repoussée sous l'eau par une autre. Ce n'est pas un spectacle. C'est la première fois dans l'histoire qu'une orque tue un être humain. Elle s'appelait Keltie Byrne. Elle n'avait que 20 ans. Une nageuse, une rêveuse, une vie pleine de promesses, disparue en quelques minutes. Cette nuit-là, dans un parc marin peu connu de la Colombie-Britannique, la perception mondiale des orques a changé pour toujours. Et tout a commencé par un faux pas, et 3 prédateurs en captivité attendant une opportunité. Avant les cris et les sirènes, il y avait la vitesse et la lumière. Keltie Byrne, 20 ans, vivait dans l'eau comme d'autres vivent dans l'air. Épaules solides, mouvements de bras précis, un corps forgé par des années de natation compétitive. Ses amis se souviennent de son sourire qui apparaissait en premier, de ses cheveux encore humides après l'entraînement, de la façon dont elle poursuivait les choses difficiles parce qu'elle sentait qu'elles en valaient la peine. Sealand l'avait engagée jeune, diplôme de niveau basique, responsabilité démesurée. Elle nourrissait, observait, apprenait le langage des baleines et des épaulards, mémorisait les petits changements qui signifient tout autour des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Elle n'était pas imprudente, elle était ambitieuse, comme quelqu'un qui croit que son avenir a déjà commencé. Son monde se réduisait aux premières heures du matin et au sel sur les mains, au bourdonnement des pompes et aux formes en noir et blanc qui émergeaient comme des fantômes et la regardaient avec des yeux sombres comme des pièces de monnaie. Elle écrivait ses objectifs sur des bouts de papier. Elle restait tard, elle voulait plus d'accès, plus de confiance, plus de temps près des animaux qui avaient captivé son imagination depuis l'enfance. Keltie n'était pas téméraire, elle était disciplinée, elle faisait le travail, elle y croyait. Et cette fois, lumineuse, constante, sans défense, allait rencontrer une vérité qu'aucun entraînement ne pouvait adoucir. L'intelligence ne dompte pas l'instinct et la proximité du pouvoir est toujours un temps emprunté. Les 3 stars de Sealand n'étaient pas des objets de cirque. C'étaient des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire confinés dans une baignoire. Il y avait Tilikum, le plus grand mâle orque en captivité à ce moment-là, 22 pieds de long et pesant plus de 11 000 livres. À ses côtés, 2 femelles adultes, Haida 2 et Notka 4. Dans la nature, les orques parcourent 100 000 une seule journée, chassant, socialisant, traversant l'immensité de l'océan. Ici, à Victoria, en Colombie-Britannique, elles tournaient sans cesse dans une piscine en ciment de seulement 100 pieds de large. La frustration habitait cette eau. Les anciens employés se souvenaient des queues qui frappaient, des morsures sur les barres de métal, du silence entre les spectacles, quand les baleines se déplaçaient comme des ombres, observant. Leurs dents usaient que les grilles d'acier. Leur corps portait-on des marques de griffures dues à une agressivité constante. Il n'y avait pas d'échappatoire, ni aux autres, ni à l'ennui. Sealand les appelait des camps artistes. Mais la captivité les avait transformés en quelque chose d'imprévisible. Elles avaient appris le contrôle par la dominance. Si l'une voulait de l'espace, les autres en souffraient. Si l'une refusait de bouger, la piscine devenait un champ de bataille.
Les entraîneurs parlaient de moments critiques, glissades, luttes de pouvoir qui auraient pu mettre fin à des carrières en une seconde. Et dans ce royaume agité, Kelty Byrne marchait chaque jour, croyant que la routine et la discipline pouvaient contenir la nature même. Elle pensait les connaître. Elle croyait que les murs suffisaient. Mais les baleines attendaient Pommet déjà un moment, une ouverture, pour rappeler à tous qui régnait vraiment sur l'eau. Le 20 février 1991 commença comme n'importe quel autre matin d'hiver à Sealand of the Pacific. L'air dehors était frais. Les eaux du port de Victoria d'un gris acier sous un ciel bas. À l'intérieur du parc marin, les entraîneurs préparaient les orques pour une autre série de spectacles. Pour le public, c'était un spectacle. Des baleines géantes sautant hors de l'eau sur commande, aspergeant la foule de goûters glacés. Pour le personnel, c'était une routine, voire monotone. Ce jour-là, Kelty Byrne, 20 ans, se déplaçait avec son calme et son efficacité habituelle. Nageuse compétitive, elle était athlétique, forte et profondément respectée par ses pairs. Bien que jeune, elle était considérée comme fiable, capable de gérer le rythme imprévisible de travailler aux côtés de prédateurs énormes. Les visiteurs entraient, prenant place autour de la petite piscine. Les enfants pressaient leurs doigts collants contre la vitre. Les parents s'occupaient de leurs appareils photo. Le spectacle allait commencer et les baleines, Tilikum, Haida 2 et Nootka 4, émergeaient à la surface, corps brillants en noir et blanc, coupant l'eau comme des torpilles. Personne parmi les spectateurs ne le savait alors, mais la tension dans la piscine s'était accumulée depuis des semaines. Les orques étaient agités, plus agressives que d'habitude. Leurs entraîneurs murmuraient à propos d'incidents à huis clos. Et ce jour-là, quand Kelty se mit en position, tous les ingrédients d'un désastre étaient déjà en place. Le spectacle continuerait. La foule rirait et applaudirait. Mais une fois terminé, rien à Sealand ne serait plus jamais pareil. Le spectacle se déroulait comme tant d'autres avant celui-ci. La musique résonnait depuis des haut-parleurs grésillants, les entraîneurs criaient des ordres et les orques obéissaient, sautant haut, tournoyant dans les airs, retombant avec un fracas d'éclaboussures. La foule éclatait de joie. Kelty Byrne se déplaçait le long de la plateforme étroite qui entourait la piscine, suivant le rythme des orques pendant leur numéro. Elle était concentrée, précise, faisant ce qu'elle avait fait d'innombrables fois auparavant. Mais dans le chaos du moment, alors qu'une orque passait près d'elle, son pied a glissé. Les témoins se souviennent du bruit nauséabond de son corps, frappant l'eau. Une éclaboussure, des respirations haletantes du public, puis le silence, un instant d'immobilité avant que quelqu'un ne comprenne vraiment ce qui s'était passé. Pour Kelty, la chute fut désorientante. C'était une nageuse forte, mais ce n'était pas une piscine ordinaire. L'eau bouillonnait avec 10 000 livres de muscles et de dents tournant autour d'elle. Elle refit surface une fois, haletante frénétiquement, appelant à l'aide. Les entraîneurs coururent au bord, lançant des dispositifs de flottaison. Mais dans l'ombre en dessous, les orques l'avaient remarqué. Leurs mouvements changèrent. Ils n'étaient plus joueurs, ni chorégraphiés. Le public pensait que cela faisait encore partie du spectacle. Ce n'était pas le cas. En quelques secondes, le spectacle était terminé. Et le cauchemar avait commencé. L'eau ondulait de manière anormale tandis qu'une des orques se séparait de la formation. Elle n'attendait pas de signal. Les témoins décriront plus tard ce moment avec une clarté glaçante. Kelty se trouvait à quelques mètres du bord de la piscine, les bras tendus, cherchant l'anneau de sauvetage lancé vers elle. Puis, soudain, une orque surgit de dessous et lui attrapa la jambe. L'impact la traîna sous l'eau avec une telle violence que des sanglots
se firent entendre depuis les gradins. Certains pensèrent qu'elle faisait encore partie du spectacle, mais les cris de ses collègues, entraîneurs, brisèrent cette illusion. Kelty lutta pour remonter à la surface, toussant, se débattant, désespéré de rester à flot. Les entraîneurs criaient, frappant les bords de la piscine, essayant de distraire les baleines. Mais l'orque revint, elle se jeta sur elle, la traînant de nouveau sous la surface. Chaque fois qu'elle remontait pour prendre de l'air, elle criait, la voix chargée de panique. Ce n'était plus une entraîneuse contrôlant ses animaux. Elle était une proie, piégée dans leur monde. Depuis les gradins, les enfants s'accrochaient à leurs parents, confus. Les rires qui avaient se rempli l'air quelques minutes plus tôt s'étaient dissipés dans l'horreur. La première attaque ne fut pas la dernière. Ce n'était que le début. Kelty émergea à la surface, haletante, les bras agitant vers la bouée de sauvetage qui était juste hors de sa portée. Mais elle n'eut jamais la chance de l'attraper. Une seconde orque s'approcha. Les mâchoires se refermant autour de l'autre jambe. La force même la fit tourner, la traînant latéralement à travers l'eau. La foule cria. Les entraîneurs sur le pont lancèrent des bâtons, des cordes, tout ce qui pouvait distraire les baleines. Mais les orques ne lâchaient pas leur proie. Elles se travaillaient ensemble, tournant en cercle, plongeant, frappant. Ce n'était pas une agression occasionnelle. Cela semblait coordonné. Chaque fois que Kelty remontait à la surface, une orque bloquait sa montée, tandis qu'une autre remontait de dessous pour la replonger sous l'eau. Sa tête émergea juste assez longtemps pour crier « Aidez-moi !» avant qu'une autre traction ne la réduise au silence. Ses compagnons se penchaient au-delà de la rambarde, les jointures blanches en tentant désespérément d'attraper sa main. Mais chaque tentative était brusquement interrompue, alors que les orques la jetaient comme une poupée de chiffon. L'eau devint violente, éclaboussure, écume et éclat du visage terrifié de Kelty, disparaissant encore et encore. Ce qui avait commencé comme une attaque unique s'était maintenant transformé en une chasse calculée et implacable, et les orques étaient en train de gagner. Pendant près de 10 minutes, Kelty lutta avec chaque once de force qui lui restait. Son instinct de survie était brutal, désespéré, donnant des coups de pied, griffant, haletant, mais les baleines étaient impitoyables. Chaque fois qu'elle remontait à la surface, la foule entendait ses cris faiblir, ses mots se couper tandis qu'une autre vague d'eau l'entraînait sous l'eau. Les entraîneurs criaient des ordres qu'ils savaient que les baleines n'obéiraient pas. Ils frappaient de l'eau avec des bâtons, suppliant les animaux de la laisser partir. Rien ne fonctionnait. Une orque lui serra la hanche, une autre attrapa sa jambe, et ensemble, elles tordirent en son corps dans des directions opposées. Le son de l'horreur de la foule se mêlait au clapotis des corps en noir et blanc, à l'eau agitée et au cri le plus faible de Kelty, alors qu'elle disparaissait à nouveau. Puis vint le silence, celui qui suit lorsque la force est épuisée. Ses bras ne s'étendaient plus. Ses cris ne brisaient plus la surface. Au lieu de cela, son corps devint mou, entraîné vers les profondeurs de la piscine par les 3 prédateurs qui refusaient de la laisser partir. Le public resta paralysé par le choc. Les entraîneurs fixaient le bleu agité, priant pour qu'elle réapparaisse. Mais elle ne le fit jamais. Les baleines avaient réclamé leur victime, et la piscine resta immobile. L'horreur ne s'est pas arrêtée avec le dernier souffle de Kelty. Les baleines, Haida, Notka et le jeune mâle Tilikum ne l'ont pas laissé partir. Pendant des heures, elles ont tourné autour de la piscine avec son corps, pris entre leurs mâchoires, émergeant de temps en temps comme un signe de triomphe. Chaque tentative de la récupérer a été accueillie par un défi. Le personnel était impuissant au bord du béton, les radios crépitaient où leurs voix se brisaient sous la panique.
Les plongeurs ne pouvaient pas entrer dans la piscine. Cela aurait été un suicide. Le seul espoir était que les orques se fatiguent, mais elles ne l'ont pas fait. Au contraire, elles exhibaient la forme sans vie de Kelty comme un trophée, comme pour montrer leur pouvoir à la foule. Les spectateurs qui avaient assisté à l'attaque restaient au derrière les barrières. Certains sanglotaient, d'autres étaient trop choqués pour bouger. Les parents couvraient les yeux des enfants, bien qu'il fût déjà trop tard pour effacer ce qu'ils avaient vu. Ce n'est que des heures plus tard, lorsque les baleines l'ont finalement laissé partir, que le personnel a pu récupérer le corps de Kelty. À ce moment-là, la vérité était indéniable. Elle s'était noyée, ses blessures aggravées par la force même des attaques des orques. La piscine est redevenue silencieuse, mais les dégâts étaient permanents. Sealand of the Pacific ne se remettrait jamais du cauchemar qu'il avait déclenché. La nouvelle de la mort de Kelty Byrne s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gros titres criaient au sujet de la jeune entraîneuse traînée à mort par les orques tueuses. Pour le public, c'était impensable. Une tragédie survenue non pas en pleine mer, mais dans une attraction touristique, dans un environnement contrôlé où rien de tel n'aurait dû se produire. La direction de Sealand s'est empressée de limiter les dégâts, mais les images sont restées gravées dans la mémoire de la communauté. Une jeune femme de 20 ans pleine de vie, disparue sous les yeux des témoins. Les parents, qui auparavant emmenaient leurs enfants voir les orques, se sont maintenant repliés, effrayés. Les questions se multipliaient. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi n'était-elle pas en sécurité? À huis clos, les entraîneurs ont admis ce qu'ils redoutaient depuis longtemps. Les orques, en particulier Tilikum, étaient devenus agités dans leur espace restreint. L'agressivité était écartée comme un jeu. Mais la mort de Kelty a prouvé que ce n'était pas du tout le cas. Les manifestants ont commencé à se rassembler devant les portes du parc, tenant des pancartes demandant la libération des orques et la fermeture du parc. Les groupes de défense des animaux ont saisi l'occasion, pointant l'attaque comme une preuve de la brutalité de la captivité. L'illusion s'est brisée. Sealand n'était plus considéré comme une attraction adaptée aux familles. Il était devenu le lieu d'une tragédie évitable, un endroit où le divertissement avait coûté le prix le plus élevé. L'attaque n'a pas seulement mis fin à la vie de Kelty Byrne, elle a également marqué le destin de Sealand of the Pacific. En quelques semaines, les visites se sont effondrées. Les parents ont retiré leurs enfants des spectacles avec les orques. Les journalistes ont enquêté sur l'histoire du parc, révélant des détails inquiétants. L'enfermement des orques dans une petite piscine métallique, les avertissements répétés ignorés, les entraîneurs inquiets qui avaient exprimé des doutes mais ont été marginalisés. L'opinion publique a rapidement changé. Ce qui suscitait auparavant l'admiration semblait désormais grotesque. 3 prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire entassés dans une piscine glorifiée, exécutant des tours pour un peu de poisson. La mort de Kelty avait levé le voile, et les gens n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. Sealand a tenté de rassurer le public en promettant des mesures de sécurité, mais les paroles sonnaient creuses. Personne ne pouvait oublier la scène de ces orques traînant un être humain sous l'eau, encore et encore, tandis que le personnel et les visiteurs impuissants regardaient. La réputation du parc s'est effondrée irrémédiablement. À la fin de 1991, Sealand a annoncé sa fermeture définitive. Les orques, Tilikum, Haida-Zwe et Nootka-Quatre seraient transférés dans d'autres parcs marins. Pour Sealand, le rêve était terminé. Pour les orques, le cauchemar ne faisait que commencer. Lorsque Sealand a fermé, les orques ont été envoyés ailleurs. Tilikum, le mâle le plus grand,
fut envoyé à SeaWorld Orlando. Pour le public, cela semblait un nouveau départ. Mais pour ceux qui connaissaient son histoire, c'était une bombe à retardement. Tilikum avait été l'une des baleines qui avait tué Kelty Byrne. Il avait appris qu'il pouvait dominer les humains et qu'une fois qu'un entraîneur était dans l'eau, il n'y avait aucun moyen d'échapper. Pourtant, au lieu d'être retiré ou emmené dans un sanctuaire, il fut inclus dans le programme de reproduction de SeaWorld. Plus de la moitié des orques de la collection de SeaWorld porteraient ensuite sa lignée génétique. Mais son passé violent n'a jamais été effacé. Près de 2 décennies plus tard, en 2010, Tilikum a attaqué de nouveau, traînant l'entraîneuse Dawn Brancheau à la mort devant des centaines de visiteurs terrifiés. Ce fut l'attaque d'orques la plus célèbre enregistrée. La mort de Kelty Byrne fut le premier avertissement. Cela aurait dû tout changer. Au lieu de cela, elle fut enterrée, littéralement et figurativement, sous la surface de la piscine. Et à cause de ce silence, d'autres vies allaient être perdues. Ces derniers moments vivent comme un avertissement inquiétant. Lorsque les humains confinent les prédateurs les plus puissants de la nature, la cage ne retient pas seulement l'animal. Elle nous emprisonne tous. Kelty Byrne n'était pas imprudente. Elle n'était pas négligente. C'était une jeune femme qui faisait son travail, essayant de trouver sa place dans le monde. Mais une chute dans une piscine d'orques en captivité a mis fin à sa vie et a révélé une vérité que nous avons encore du mal à affronter. Les orques ne sont pas des objets de spectacle. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, faits pour l'océan ouvert, pas pour des prisons de béton. La noyade de Kelty a été la première attaque mortelle d'une orque enregistrée. Cela aurait dû être la dernière. Au lieu de cela, elle a été ignorée, minimisée, rejetée comme une tragédie sans conséquence. Et à cause de ce silence, le cycle s'est répété.